Le visage humain est constitué d'une multitude de muscles d'une complexité étonnante qui, en se contractant, tirent et façonnent les différentes parties du visage pour figurer les différentes expressions faciales et ainsi représenter nos émotions. Presque tous ces muscles sont innervés par un seul et même nerf, le nerf facial qui émerge de la base du cerveau et qui se ramifie pour aller atteindre tous les muscles de la mimique. Les ordres de contraction sont des influx nerveux envoyés directement par le cerveau. Autrement dit, exprimer une émotion, c'est un acte contrôlé volontairement. Mais lorsque le système nerveux de la face est malade, les muscles du visage peuvent prendre de singulières expressions. Les exemples de portraits grotesques et de visages grimaçants ne manquent pas dans l'art occidental, que ce soit dans la peinture, la sculpture ou le dessin. Mais bien souvent, ces déformations du faciès et ces expressions de gargouille ne sont qu'une interprétation artistique, une fantaisie de peintre ou une exagération caricaturale. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est qu'en neurologie, la discipline qui s'intéresse aux maladies du système nerveux, il est souvent possible d'identifier des symptômes et des troubles neurologiques simplement par l'examen de l'apparence extérieure d'une personne et l'observation de ses attitudes. C'est pour cela que dans certains cas, l'œil entraîné du neurologue saura reconnaître dans une œuvre d'art une condition bien réelle et discerner une représentation fantaisiste de grimace d'un portrait reflétant avec justesse la maladie qui touchait le sujet. La dystonie cervico-faciale se caractérise par des contractions involontaires des muscles du cou et du visage. La tête est inclinée sur le côté, la mâchoire est serrée, le sourire semble forcé et les yeux sont clos et crispés. Autant de traits caractéristiques que l'on retrouve assez fidèlement dans ce dessin à la sanguine de Giovanni Agostino da Lodi, daté du début du XVIe siècle. Malgré tout, ce genre d'image reste ouverte à interprétation. Certains auteurs s'interrogent parfois sur des postures ou mimiques forcées, mais physiologiques. La touche artistique peut elle aussi brouiller les pistes et rendre le diagnostic plus difficile. Dans notre second exemple, les choses sont encore moins sûres. Même si cela n'est pas certain, on pense que ce buste réalisé par Honoré Daumier représente de façon plutôt caricaturale Charles-Louis Huguet, marquis de Sémonville, un homme politique et diplomate français du début du XIXe siècle. Selon l'interprétation du neurologue, il semblerait que l'homme fût atteint d'un tic, des contractions incontrôlées et spasmodiques des muscles du visage. Les faciès aux traits singuliers étaient également un sujet de prédilection en peinture, et on peut trouver, à travers l'histoire, plusieurs portraits de personnages qui semblent avoir été atteints d'autres troubles neurologiques. On pourrait penser que ce tableau réalisé par Marinus van Reimerschwelle n'est pas très flatteur, mais étant donné qu'il représente des collecteurs d'impôts, on peut imaginer que le peintre ne tenait pas particulièrement à leur rendre hommage. Il est possible de voir chez l'homme à droite de la cupidité, mais aussi les caractéristiques d'un spasme hémifacial, un trouble neuromusculaire marqué par des contractions involontaires des muscles du visage. Des contractions parfois brèves, parfois persistantes, et qui donnent des grimaces difficiles à reproduire volontairement. Ce désordre est généralement causé par une réinnervation aberrante du nerf facial. Comme la tête humaine a deux nerfs faciaux, un pour chaque côté du visage, c'est uniquement une des deux moitiés du faciès qui est touchée. Ici, c'est le côté droit. A l'inverse, certains problèmes neurologiques peuvent empêcher les muscles de se contracter. Sur cette huile sur toile de Jean Fautrier, on peut remarquer que les paupières supérieures de cette femme, surtout celle de droite, tombent de façon anormale. L'amateur y verra un raté maladroit, mais pour un neurologue, il doit s'agir d'une représentation d'un ptosis, une défaillance du muscle releveur de la paupière qui provoque une chute de la paupière supérieure pouvant aller jusqu'à obstruer la vision du malade. Un ptosis peut avoir de nombreuses origines, et donc ici aussi, on ne peut pas déterminer avec certitude le mal qui touchait cette personne. Mais on peut supposer un problème neuromusculaire, ou une atteinte des nerfs, ou peut-être une myopathie oculaire. Don Andrés da Peral, lui, était un artisan peintre et doreur à la cour de Madrid de la fin des années 1770 au début des années 1820. Et son portrait, réalisé par Francisco Goya, révèle très clairement qu'il était affligé d'une paralysie faciale.
Lorsqu'une partie du faciès se retrouve complètement paralysée, c'est à cause d'une atteinte d'un des deux nerfs faciaux. Dans le cas de Don Andrés da Peral, la mâchoire tombe à gauche. On peut donc identifier une paralysie faciale gauche, et c'est donc le nerf crânien gauche qui a eu un problème. La partie droite de son visage a une apparence normale. Mais le regard et la partie supérieure du visage paraissent totalement normaux à gauche, et on peut donc encore affiner le diagnostic. Nous avons affaire à une paralysie centrale. Cela veut dire que le nerf a été atteint suffisamment en amont, donc dans le système nerveux central, pour que seul le bas du visage et la bouche soient paralysés. S'il avait peut-être du mal à parler ou à mastiquer, Andrés da Peral pouvait fermer ses deux yeux normalement, ce qui n'était vraisemblablement pas le cas de notre dernier sujet. En cas d'une altération des noyaux d'origine du nerf crânien, ou d'une atteinte directement au niveau du tronc cérébral, c'est toute la moitié du visage qui est figée. On parle alors de paralysie faciale périphérique. Le plus troublant avec ce type de paralysie, c'est qu'il est facile de se tromper sur le côté du visage touché. Ainsi, dans le cas de ce buste réalisé au XVe siècle par Nicolas de Leyde, c'est le côté droit de la tête qui est paralysé. Les rides s'y sont estompées et ce profil est devenu totalement inexpressif. De l'autre côté, la partie tordue du visage où s'esquisse un dérangeant rictus est en fait la partie saine. C'est là que les muscles sont encore fonctionnels.